La raison de ma présence aujourd'hui, c'est que, autant en 2005, lorsque la loi Leonetti a été adoptée, elle a été adoptée avec une unanimité des représentations parlementaires nationales. Et aujourd'hui, 2015, 10 ans plus tard, on est dans une autre unanimité, c'est celle de vous ici présents, c'est celle un peu plus tard de l'ADMD, un peu plus loin, qui manifeste de la même façon son profond désaccord, c'est celle d'un certain nombre de parlementaires qui sont en désaccord avec cette loi, c'est celle de l'Académie de médecine qui montre son désaccord, c'est celle d'un certain nombre de médecins, de professeurs d'université qui témoignent également de leur désaccord. Et donc je suis venu ajouter mon désaccord à tous ceux précédemment cités, parce que cette loi, vous l'avez dit, est une loi extrêmement confuse. À force, et peut-être l'intention était-elle bonne, en tout cas je le pense, à force de vouloir dire oui à tout le monde, elle produit un texte dont l'interprétation sur le terrain sera impossible, pour ne pas dire contre-productive. Les manifestations auxquelles nous assistons aujourd'hui, les prises de position très contrastées pour le moins, auxquelles nous assistons aujourd'hui, imaginez-vous les mêmes conflits, les mêmes contradictions, les mêmes oppositions au chevet du patient, entre le patient, sa famille, les soignants qu'il soigne. Est-ce que dans ce temps, j'ose dire compté, de la maladie grave, des symptômes difficiles à soulager, est-ce que ce temps-là est un temps dans lequel on doit faire de l'explication de texte entre ceux qui comprennent telle chose de la loi et ceux qui comprendront son contraire, ou est-ce que c'est un temps où l'urgence, la priorité, est aux soins, au soulagement et à la construction de ce lien de confiance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui est à la base de l'efficacité des soins palliatifs. Je pense que cette proposition de loi passe à côté de sa priorité. Sa priorité nous vient d'être rappelée depuis 2012, la fin du programme de développement des soins palliatifs précédent. Il n'y a pas eu de grande volonté nationale concrète manifestée pour le développement des soins palliatifs. Des déclarations d'intention, et c'est encore heureux, mais dans les actes, au quotidien, on constate, vous fréquentez l'hôpital tout comme moi, vous fréquentez les équipes soignantes lorsqu'elles interviennent à domicile peut-être, vous savez la difficulté de terrain pour trouver, nous sommes à Paris, un médecin généraliste qui fait des visites à domicile lorsque on est dans la capacité de se déplacer, pour, on citait les EHPAD tout à l'heure, effectivement, dans lesquels on a une infirmière parfois pour une centaine de résidents, ou pas d'infirmière du tout la nuit. Qui peut imaginer le développement des soins palliatifs dans ces conditions? Qui peut même imaginer le développement de la sédation? Allez, puisque la loi dit que la sédation, ça serait pour tout le monde, ben comment on fait? Moi, je pose la question du terrain et de l'application possible de cette loi. Donc, cette loi qui passe à côté, elle passe à côté de tout ce que, depuis 2012, les différents rapports qui ont été commandités, que ce soit le rapport SICAR, que ce soit le rapport du Conseil consultatif national d'éthique, que ce soit les commissions citoyennes, chacune ont pointé l'insuffisance criante de développement des soins palliatifs en France. L'Observatoire national de la fin de vie estime entre 100 et 150 000 personnes le nombre de patients qui, chaque année, ne reçoivent pas de soins palliatifs. Depuis 2 ans, ça fait donc 300 000 si je compte bien. Est-ce que, aujourd'hui, la priorité est au désaccord autour de l'interprétation d'une loi floue, ou est-ce que la priorité est dans le développement des mesures concrètes pour que, sur le terrain, on développe les compétences des soignants et on développe ce que la loi de 1999 est censée garantir comme un droit, c'est-à-dire le droit à l'accès aux soins palliatifs. Dernier mot sur la sédation. La sédation, elle est pratiquée
par les équipes de soins palliatifs comme un traitement lorsque ce traitement a des chances d'être efficace, c'est-à-dire a des chances de soulager le symptôme dont le patient souffre. À ce titre, il est crucial que la sédation soit utilisée et se développe. Partout ailleurs, lorsqu'elle est présentée, lorsque la sédation est présentée comme un remède miraculeux et universel à la souffrance ou à l'agonie, alors je pense qu'on sort de la médecine parce que la médecine n'utilise pas des promesses qu'elle ne peut pas tenir. En tout cas, sa base scientifique lui évite de ce genre de dérive. La sédation, depuis 2000, fait l'objet de recommandations par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Ces recommandations, on en trouve l'équivalent par les sociétés européennes de soins palliatifs. On sait comment utiliser les produits, dans quelles circonstances elles rendent service aux patients. Et en dehors de cela, on sait que ce n'est plus de la médecine. S'il y a la place pour ouvrir un débat national et citoyen sur ces questions, alors c'est aux politiques d'oser le faire. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire de la bonne politique sur des piliers de mauvaise médecine. La sédation, quelle que soit sa forme, devra et doit d'ores et déjà s'appuyer sur des soignants formés et compétents. Au jour d'aujourd'hui, les rapports pointent que les équipes sont insuffisamment formées aux soins palliatifs. Comment imaginer développer la sédation intelligente dans ces conditions? Les risques de dérive sont donc manifestes et c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Je pense que la médecine a d'autres choses à offrir aux patients qui souffrent, aux familles qui accompagnent les patients malades, atteints de maladies graves. La médecine peut aider, soulager, et c'est avec la connaissance de ses zones d'efficacité et de ses limites qu'elle peut être un acteur utile dans ce qui reste une confrontation très énigmatique pour chacun d'entre nous à la maladie grave et à notre propre questionnement vis-à-vis de ce que serait bien mourir. Je vous remercie.